Une grande différence avec les vieux collectionneurs et la nouvelle génération. Quand je vois les collectionneurs des années 70, 80, quand mon père était actif, si quelqu'un à cette époque-là voulait s'intéresser au Bornéo, il devait vraiment faire des grands efforts, trouver tous les livres qui sont publiés sur le thème, aller dans une expo, acheter un masque à deux à côté. Voilà, ça c'était vraiment une passion qu'il fallait tenir pendant une longue période et on devenait vraiment collectionneur à ce moment-là. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosantico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galéristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Bornas Cognamillo, je suis le PDG et fondateur de Minkleman & Co. Et ça, c'est Rosantico. Monsieur Grusselmayer, Monsieur Boliner, bonjour. 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 Comment allez-vous? Moi, très bien. Damien, toi? Je valide aussi, pour l'instant très bien, rien à dire. Écoutez, messieurs, je suis vraiment ravi de vous avoir dans cet épisode de Rosantico et je suis vraiment très content parce que c'est le premier épisode où nous avons un binôme qui va se livrer sur notre podcast et vous êtes basé à Bruxelles, vous avez une galerie très réputée. Nous allons discuter de votre parcours, de votre vie de galeriste, d'expert et de marchand d'art. Et je suis vraiment très curieux d'en savoir plus. Pour cela, je vous demande de vous présenter. On commence par Karim. Eh bien, je suis Karim Grusmeyer, je suis belge, je suis flamand. Je suis né d'une famille d'antiquaires et ma mère a gardé une galerie d'art contemporain. Je suis marié avec Isabelle Bilquin, qui est la fille d'un peintre assez célèbre en Belgique. J'ai mes deux pieds dans ouais, chaque pied dans un monde, le monde des antiques et le monde art contemporain. Même que mon âme, il va plutôt vers les antiquités. Je suis sinologue, donc j'ai étudié la culture chinoise dans les années 80. Et puis j'ai passé deux années comme étudiant à Pékin entre 88 et 90. En 92, j'ai commencé ma propre galerie complètement séparée à celle de mon père, qui était basée à Bruxelles. Et moi-même, j'ai ouvert ma galerie à Gand 2000. J'ai repris la galerie de mon père qui est allé vivre en Orient. Et moi, j'ai repris la galerie à Bruxelles. Et voilà, j'ai continué mon propre chemin après. Merci beaucoup, Karim. Un très bon pitch du minute. Damien, la parole est à vous. Alors moi je suis Damien Volinaire, je suis français d'origine. Euh, je suis aussi issu d'une famille de marchands. J'ai commencé mon parcours au Puce de Saint-Ouen en tant que chineur, courant des années, on va dire, dans les années 2009, peut-être même 2008, j'ai cherché à me spécialiser et à me former. C'est là que j'ai rencontré Karim. Et donc j'ai déménagé en Belgique pour apprendre, me spécialiser dans les arts d'Orient et plus spécifiquement l'Asie du Sud-Est. Et puis, de fil en aiguille, en travaillant avec Karim, d'assistant, nous sommes associés Mhm. en 2017 et l'aventure continue en Belgique, j'ai envie de dire, et à Bruxelles plus particulièrement. Super, merci beaucoup, Damien. Déjà, merci beaucoup pour ces présentations. Ça me permet tout de suite d'arriver sur cette question d'un point de vue du métier aujourd'hui. Quelle est la vie ou la journée type
dans une galerie comme la vôtre, avec donc un binôme qui est le vôtre, et comment vous partagez un peu les tâches et aussi parfois les doléances d'une vie de galériste. Effectivement. La gestion se fait de manière assez indépendante, d'une certaine manière. Donc, il y a Karim, il y a moi et il y a Lélia, qui est notre assistante, qui fait le lien entre nous deux. Donc, il y a la gestion quotidienne de la galerie, qui est celle d'une société, j'ai envie de dire, qui peut être à la fois de la comptabilité, beaucoup de secrétariat, répondre aux demandes de clients sur des œuvres. Karim parlera de son quotidien. Le mien va plutôt être d'avoir une vue d'ensemble continue on va dire quasi une veille perpétuelle sur les objets qui sont sur le marché. Donc 7 jours sur 7, partout dans le monde, à travers les ventes aux enchères. Donc je passe beaucoup de temps à écumer des sites et à essayer de dénicher la perle rare pour la galerie. Et voilà, mon quotidien, principalement, c'est celui-ci. Et puis aussi, il y a la réalisation de dossiers sur les œuvres, se renseigner, chercher leur historique. Ça devient aussi très important et ça prend une grande part de notre temps à la galerie. Ok, merci beaucoup, Damien. Karim, quant à vous? Bien, à part que quasi tous les jours, je parle avec Damien, au moins au téléphone, parce que moi, j'habite Gand et moins qu'avant, je vais à Bruxelles, à la galerie, pour qu'on se voit et qu'on se parle de vive voix. Mais on se parle très souvent sur toutes sortes de questions ou de choses qui se passent à la galerie ou effectivement, pour parler des objets qu'il a vus ou quoi. Puis à côté, je Mhm, travaille très souvent, je travaille sur des grands projets. On a des expos à préparer, le catalogue à préparer. Puis il y a beaucoup de temps qu'on parle avec des écrivains ou des chercheurs, des académiciens. On a des projets qui durent parfois 10 ans. que, oui, on parle les foires, en général, ça c'est plutôt une question d'1 an, mais il y a deux grands projets on travaille sur le Sud-Est Asie depuis très très mhm. longtemps. Après, la Sibérie est venue aussi sur l'horizon il y a 10 ans et on a monté un grand expo à Paris en septembre et on est connu pour la sculpture et le marchand d'Archeo, on n'était pas du tout connu pour ce projet et on a vraiment marqué le point avec ça. Très intéressant. Merci, Karim. Et on va revenir aussi là-dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup, en fait, sur la manière dont aujourd'hui, dont on communique à travers les expositions, bien sûr, et toutes les activités annexes. Ça m'intéresse beaucoup, le point sur comment attire-t-on de nouveaux publics, comment votre clientèle se répartit et justement, quels sont les enjeux pour avoir une clientèle toujours récurrente ou qui se régénère au fur et à mesure des années. Mais juste pour revenir donc sur la galerie, quelle est la répartition en fait d'objets par rapport aux différentes cultures et époques? Est-ce que vous pourriez me donner un peu un ordre d'idée? Alors, il est mouvant, il y a quelques années, j'aurais dit que la galerie avait 40% d'archéologie classique. Ceci a baissé on en parlera suite aux problématiques maintenant que l'archéologie génère. Donc aujourd'hui, je dirais que la galerie a une position principale toujours, c'est la sculpture. Donc la sculpture avec une spécialisation qui est la pierre, la sculpture ronde bosse ou relief. Donc 60% je dirais Asie, que ce soit l'Asie du Sud-Est, bouddhique ou indianisée. Donc ça peut être Inde, ça peut être Asie du Sud-Est, ça peut être Chine. Voilà, avec une grande prépondérance pour l'art du Gandhara, qui est vraiment une jonction entre l'art classique et l'Inde et 20% d'art dit primitif premier, donc Afrique, Océanie, et les 20% restants en archéologie classique. Même si aujourd'hui, ça peut être la Sibérie, on en a beaucoup plus aujourd'hui, il y a un ratio qui est beaucoup plus grand que ce que j'annonce, effectivement. Très bien, merci beaucoup. J'aimerais ajouter l'idée que
Damien et moi-même, on est issus d'une famille qu'on appelle des antiquaires éclectiques. On est généraliste, on Mhm. n'est pas spécialiste. Les spécialistes sont ceux qui ont spécialisé, par exemple, que dans la porcelaine chinoise uniquement toute leur vie. Nous, mon père, et même chose pour le père de Damien, mon père a touché quasi tous les arts du monde. On est né dans un environnement énormément éclectique Mhm. et c'est pour ça on a continué ces chemins et qu'on puisse toucher à énormément de cultures différentes, beaucoup de cultures différentes. Mhm. Même, c'est une sorte d'exercice, reconnaître la pierre, les patines, les styles. C'est un exercice qu'on est habitué à très vite comprendre. Et voilà, ça c'est certainement une grande caractéristique de notre galerie. Très bien. Et justement, c'était une question que j'allais vous poser et à laquelle, Karim, tu as répondu, en quoi votre galerie se distinguait. Donc, merci beaucoup. Et tu me mentionnais une expo sur la Sibérie qui donc a été un projet de longue haleine et qui a été donc un beau succès. Tu pourrais nous en dire plus, Karim? Regarde, même que je suis sinologue, ma grande spécialité, c'est le Sud-Est Asie, l'archéo et la sculpture angkorienne. Et il y a plus que 10 ans, jusqu'à ce jour-là, j'ai de très bons contacts au musée d'Ermitage à Saint-Pétersbourg. J'ai longtemps travaillé sur ce projet. C'était plus large que ça. C'était aussi inclus la culture du âge du fer et âge du bronze. Malheureusement, le projet ne s'est pas réalisé. Mais en tout cas, ça m'a permis de beaucoup voyager en Russie, de connaître pas mal de gens, des caractères, des collectionneurs. J'ai voyagé dans les Altaïs et dans le Perm, qui est à côté des Urals. Et puis, dans les musées, j'avais lentement commencé à observer les bronzes, les petits bronzes sibériens qui datent d'il y a 2000 ans. Et ça m'a vraiment choqué, la fraîcheur. Mais surtout, chez nous, en Europe de l'Ouest, en général, ou en Amérique, c'était pas du tout connu. Et c'est ça qui m'a pris plus en plus mon intérêt. Et on a commencé, euh, on a commencé à acquérir à gauche et à droite des pièces, parfois mal habituées dans des ventes. On a fait un partenariat avec une start-up en Haïti et on a développé une sorte de database, un espace virtuel. Mhm. Où on a montré une trentaine d'objets en 3D qu'on a lancé en septembre avec l'expo pendant le parcours des mondes à Paris. C'était un grand succès parce que tous les collectionneurs ou les curateurs du monde qui sont intéressés dans l'art premier, les Mhm. archaïques, il faut dire que 90% des gens étaient étonnés de voir cette expo parce que eux aussi, eux, n'avaient jamais vu de l'art sibérien. Donc, on a vraiment créé un nouveau champ, un nouveau voie dans cet art. Excellent. C'est hyper intéressant. Et est-ce que vous pourriez aussi nous raconter une vente mémorable, alors n'importe quelle culture ou civilisation, mais un objet qui a vraiment retenu toute votre attention, qui a une histoire derrière assez originale. Une belle histoire, oui, j'en ai une qui est assez drôle. C'est, je me balade un jour à Paris pour aller m'acheter un scooter, pour rien vous cacher. Et en descendant, en marchant, je vois qu'il y a un coiffeur à côté et il a une statue du XIIe siècle qui lui sert de cale-pied, de cale-porte. Et donc je rentre, je demande à ce monsieur ce que c'est, il ne sait pas, il m'explique que c'est à son fils. Je dis très bien, je dis est-ce que c'est à vendre? Il me répond non. Donc je repars et à cette époque-là, je discute avec un grand marchand à qui je fais venir. Il voit l'objet et puis il me confirme mon sentiment. Donc c'était une sculpture du XIIe siècle qui devait faire quand même 60 centimètres en pierre, qui se révéla être un élément du tympan de la
cathédrale d'Orléans. Et voilà, et puis tout s'en est suivi la manière de pouvoir acheter l'objet. Donc, ce monsieur a fait une offre immédiate, dont je me souviens, l'offre était de 5 000 euros. Et il a dit à ce monsieur, vous avez 5 minutes pour vous décider. Donc, ce monsieur dit, mais attendez, ce n'est pas à moi, c'est à mon fils. Il dit, vous avez 5 minutes. Et ce monsieur part. Et donc, il part. Et il m'indique, il me dit, regarde, repasse dans une semaine, tu lui demandes si c'est à vendre et tu verras, il te le vendra. Je repasse une semaine après et je dis au monsieur, est-ce que c'est à vendre? Et il me dit oui, 5 000 euros. Je paye, j'embarque ma statue et je la vends le prix, au juste prix, quelques heures après, à un grand marchand parisien. Voilà, c'était une belle histoire de traque et il y en a d'autres, effectivement, de chasse qui sont intéressantes. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de vos confrères et consoeurs, quand je parle avec eux, je vois que une grande partie du métier, elle est caractérisée par beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, et je trouve vraiment fascinant, aussi un peu fatigant peut-être de voyager quand même beaucoup pour chasser, comme tu dis, Damien, mais c'est aussi un peu c'est aussi l'aspect fascinant du métier. Oui, et je pense aussi, il y a l'aspect fascinant, c'est effectivement de voyager pour détenir l'information, c'est-à-dire savoir qui achète quoi, comment, qui a les objets et à quel prix. Mais surtout, c'est là où on se rend compte qu'être marchand, en fait, c'est une profondeur, c'est ancré en nous, c'est un état d'esprit en fait. Je pense que c'est valable aussi pour Karim. Finalement, Ok. même pour vous, finalement, vous avez qui aimez les antiquités, vous pouvez pas vous empêcher. En tout cas, moi, je ne peux pas m'empêcher quand je vais chez quelqu'un de scanner son intérieur pour regarder ce qu'il a ou possède. Donc, c'est un peu un état de veille constant oui, qui déborde sur notre quotidien, mais c'est aussi valable pour un collectionneur. Hein. C'est une forme de maladie positive qui est là au quotidien et qui est ancrée en nous. Donc oui, beaucoup de voyages fatigants, non, puisque finalement, on travaille dans le beau, dans tout ce qui est beau. Voyager, c'est plutôt une chance, il y a des choses bien plus désagréables. Et puis, voilà, on fait ce qu'on aime et on n'a pas cette sensation de travailler. Voilà. C'est le côté agréable du métier. Exactement. Karim Damien, aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que cela veut dire collectionner en 2023 avec tous les changements sociétaux qu'on est en train de vivre, réglementaires, mais qu'est-ce que veut dire collectionner? Je laisserai Karim après répondre, évidemment. Le sens profond, je pense il a pas changé que ce soit de la Renaissance italienne à aujourd'hui. Après, on collectionne peut-être différemment de ce que je constate Mhm. sur une expérience de 20 ans ou de voir par rapport à mes parents ou les personnes plus âgées, c'est que cette volonté d'accumulation est moins présente. Aujourd'hui, dans la manière de collectionner, on est plus sélectif, les intérieurs sont moins OK. chargés, mais fondamentalement, je vois pas de changement fondamental dans ce qu'est la collection. Voilà. Il y a des nouvelles matières qui deviennent plus prépondérantes. J'aurais jamais cru que collectionner les baskets puisse devenir un secteur hyper important, et soit chez Christie's ou Sotheby's, il y a encore 5 ans. Même quand je vois la place que prend l'horlogerie a toujours été présente. Il y a des nouveaux secteurs, les sacs à main. Mhm. Il y a aussi d'autres, comment dire, domaines qui n'étaient pas présents, qui le sont aujourd'hui. Mhm. Merci. Et pour toi, Karim? Regarde, ta collection, c'est tout à faire avec la passion. Ce sont des gens passionnés. Ils sont parfois obsédés, mais ils sont passionnés par un certain thème ou un certain domaine, ou soit c'est très, très pointu, ou soit c'est très large. Mais le bas, c'est toujours la passion. Et une grande différence avec les vieux collectionneurs et la nouvelle génération, je l'ai souvent dit, quand je vois les collectionneurs des années 70, 80, quand mon père était actif, je voyais surtout toutes sortes de gens, des docteurs, des avocats, et ils étaient passionnés, intéressés dans quelque chose d'inconnu. Je prends par exemple le domaine du Bornéo. Si quelqu'un à cette époque-là voulait s'intéresser au Bornéo, il devait vraiment faire des grands efforts,
trouver tous les livres qui sont publiés sur le thème, aller dans une expo, acheter un masque à deux à côté, et puis visiter rarement Bornéo même. Voilà, ça c'était vraiment une passion qu'il fallait tenir pendant une longue période et on devenait vraiment collectionneur à ce moment-là. Aujourd'hui, pour les jeunes, il n'y a plus de mystère. Ils sont, ils sont intéressés et pas intéressés, mais dès qu'ils ont un intérêt pour Bornéo, tout à coup, eh bien, c'est évident. Ils prennent leur smartphone, ils tapent Bornéo, c'est comme du fast-food. Ils vont pas en profondeur, ils regardent, ah, ça c'est le Bornéo, ah, ça c'est des masques ici, ah, c'est bien. Et ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, comme on a tout fait pendant un repas. On veut chercher quelque chose, on regarde et c'est vite fait. Mais ces jeunes, et la magie de Bornéo n'existe plus, ou du monde entier. Dès qu'on veut connaître un domaine, c'est suffisant de prendre le téléphone, d'aller sur online et oui, de vite manger, quoi. Et ça, c'est une grande différence avec la vieille génération et les jeunes. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, Karim, parce que je me considère dans mon petit niveau aussi partie de la nouvelle génération et je me considère encore jeune, quoique j'ai presque 37 ans. Et donc, ce que tu dis résonne partiellement à moi, parce que ce que tu dis, ces mécanismes-là dont tu parles, un peu ça m'effraie, un peu ça me rend un peu triste. Peut-être que je suis un des derniers romantiques. C'est là ma question que je voulais vous poser. Aujourd'hui, comment vous, votre galerie, cherche à attirer donc de nouveaux publics. Euh, Notamment, je pose la question pour la partie strictement archéologique. Eh bien, d'abord, je veux préciser, je veux quand même, il faut pas se mentir que vous êtes pas un exemple ordinaire. Hein. Vous êtes historien d'art et c'est quand même rare aujourd'hui. Mais les nouveaux collectionneurs, c'est ça donc, avec ce nouveau domaine sibérien. Eh bien, effectivement, on a fait beaucoup de nouveaux clients, mais je constate que c'est tous des personnes âgées. Il y a en dessous de 40 ans, il faut que je pense bien, mais peut-être pas, ou peut-être un ou deux. Même que ces pièces qu'on a vendues, c'était abordable. Hein, ça commençait de 1 000 € à 5 000 €, 10 000 €, mais il y avait pas mal de choses intéressantes pour 1 000, 2 000, 3 000 €. L'autre côté, c'est que, surtout nous qui travaillons avec l'Orient, on constate quand même qu'il y a un nouveau public qui se montre là-bas. Les Orientaux, pour nous, ça pour nous, c'est le cas. D'ailleurs, notre prochain grand événement qu'on va tenir, c'est fort probable qu'on va le faire en Orient et plus en Occident. Je crois qu'il y a un autre monde là. Et là, il y a des jeunes. Hein. Je me pose la question, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue du public, l'art contemporain, est-ce que c'est juste de le mettre en concurrence avec le marché des antiquités? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes publics finalement. Mais je trouve que peut-être si on était capable de raconter l'histoire intrinsèque d'un objet d'antiquité, un objet archéologique à des personnes de ces nouvelles générations, d'une autre manière, peut-être ça pourrait aussi faire venir des parties du public contemporain vers les antiquités. Damien, qu'est-ce que tu en penses? Pour être tout à fait franc, on n'a pas la réponse. La vérité, c'est qu'on n'a pas la réponse. Comment rajeunir et les attirer? Aujourd'hui, on passe par les foires. Alors, les antiques, de nouveau, il faut différencier les qualités. Un torse romain, ça attirera toujours et ça trouvera toujours preneur dans un intérieur, quel que soit son âge. Il y a un côté intemporel, il y a une dimension. C'est un antique et on veut un antique. La civilisation romaine parlera toujours. Est-ce que par l'histoire, on peut éduquer et apprendre
et attirer les gens. Je ne sais pas, parce que comme l'expliquait tout à l'heure Karim, la collection c'est viscéral, donc il y a un moment, vous le développez en vous et ça peut provoquer l'acte d'achat, mais très sincèrement, je ne sais pas, je ne sais pas en tout cas, j'ai pas la solution en Europe, en tout cas, comment attirer un nouveau public, soit à travers les technologies ou nouveaux discours pour appréhender l'art. Je comprends évidemment qu'en Asie, ou en Inde, on est sur d'autres tranches d'évolution. Et là, effectivement, la jeunesse est plus gourmande de ce genre de choses. Ça, c'est une certitude. Mhm. Karim, tu veux ajouter? Eh bien, quand on parle d'art contemporain vis-à-vis les arts anciens, comme j'ai dit avant, c'est un travail pour comprendre un objet ancien. Il faut comprendre tout un contexte. C'est quand même un chemin intellectuel qu'il faut parcourir. Il faut investir du temps à lire, à comprendre tout le contexte. Par contre, l'art contemporain, pour les jeunes, j'entends des jeunes clients à nous parler sur l'art contemporain. Et ils lancent des noms, un, deux, trois noms. J'ai acheté ce nom-là, j'ai acheté ça cette année-là. Oui. Et ça va pas en profondeur, hein, parce que l'art contemporain, c'est quelque chose de très intuitif et c'est sensible à chaque personne soi-même. Mais c'est facile pour dire, voilà, j'ai acheté ça de cette année et basta. Il faut pas vraiment une profondeur, il faut pas connaître Hmm. l'école et tout. Donc, ça fait un lien avec le fast-food que je disais. C'est beaucoup moins de travail, c'est plus facile. Et une autre réflexion que j'ai fait, c'est que le futur, je pense que dans le futur, il y aura une sorte de nouveau, une vague mélancolique où on va de nouveau retourner vers les époques anciennes et qu'on va apprécier de nouveau plus, beaucoup plus, les cultures lointaines et les cultures très anciennes. Pour le moment, on fait un peu contre-direction. Et Bah, c'est très intéressant et merci beaucoup, euh, Karim. C'est le centre du sujet sur comment continuer à développer ce secteur. Sur la partie justement concernant l'avenir du marché, comment vous l'envisagez, on va y revenir dans quelques instants. Moi, une dernière question par rapport au collectionnisme au sens large. Quelle est la dimension de l'investissement dans l'achat-vente d'objets vis-à-vis de vos clients? euh, ouais, en général, les gens disent qu'ils sont pas là pour investir et pour gagner. Moi, je vois que les meilleurs collectionneurs, ce sont ceux qui, pendant leur vie, ils achètent et ils vendent. Ils vendent parce que leur goût d'il y a 10 ans, il y a 20 ans n'est plus le même que le goût d'aujourd'hui. Et ils vendent et parfois, ils sont pas concernés avec est-ce que je perds, oui ou non, est-ce que je gagne, oui ou non. Ils font tourner leur argent parce que on connaît peu de gens qui sont illimités en fortune, qui achètent n'importe quoi toute leur vie. Donc, mais les plus intéressants, les plus malins, je trouve, sont ceux qui font travailler leur collection et avec les nouveaux fonds qu'ils récupèrent, ils achètent d'autres choses et ils font évoluer leur collection, surtout en hauteur. Moi, je dis toujours aux gens, il faut éviter d'acheter 10 pièces par an. Non, je veux que vous achetez 2 pièces par an, une pièce dans 2 ans. Et parce que 10 pièces par an, ça veut dire que dans 10 ans, vous avez 100 pièces. Et c'est beaucoup de pièces, c'est beaucoup d'espace, c'est beaucoup de responsabilités vis-à-vis la matière et tout. Il faut prendre des assurances et tout. Mais après 10 ans, vous allez conclure que, tiens, on devrait acheter peut-être, on aurait dû acheter plus haut de gamme et revendre les 100 pièces. Et ça sera pas si facile que revendre les 2 pièces ou les 10 pièces qui seront beaucoup plus recherchées après. Donc, investisseurs, en général, les gens sont passionnés. Mais ouais, il faut pas mentir. C'est toujours important pour les gens. J'avais un oncle qui me disait, regarde, il faut investir un tiers dans l'immobilier, un tiers dans les actions et un tiers dans l'art. Voilà. Et donc, c'était une sorte de division. On peut toujours retomber sur un peu de sa patrimoine, mais ouais, quelque part, il faut
Ces gens qui achètent l'art, je crois qu'ils tiennent ça aussi en tête. Dans un coin de la tête. Moi, je crois, oui. Absolument. Ben, merci beaucoup pour cette réflexion. Et justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés, de problématiques liées à la régulation, notamment européenne, qui précise les règles d'importation-exportation d'antiquités ou d'objets qui sont très anciens. Et aujourd'hui, souvent, il y a des collections entières qui aujourd'hui, à cause de la régulation, risquent de ne pas pouvoir être vendues, alors que c'est des pièces qui font partie depuis des générations de la collection d'une famille, mais dont on n'a pas les documents de provenance. Alors, je lance un peu l'argument comme ça. Peut-être, Damien, tu peux commencer sur ce point parce que tu l'avais mentionné, mais aujourd'hui, comment envisages-tu l'avenir du secteur par rapport à la régulation? Et est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? La question est effectivement très complexe. Elle est au centre du débat, en tout cas dans le secteur de l'archéologie. Comment je vois les choses aujourd'hui? Aujourd'hui, les choses sont très compliquées. Je pense que on est dans un excès qui est en train de tout doucement se corriger. Mais où ça va aller? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Effectivement, nous, on se concentre aujourd'hui, on va dire qu'un objet, on se focalise aussi énormément sur les objets qui ont des provenances. C'est devenu quasiment une obligation dans nos acquisitions. C'est une Mhm. réalité, on peut pas faire sans. D'une certaine manière, je vois la fin de l'archéologie comme on l'a connue. C'est-à-dire que je vois un marché à deux vitesses, c'est-à-dire un marché avec d'objets avec provenance. S'ils ont à la fois la provenance, l'esthétique et la rareté, n'auront plus aucune limite de prix. Et ceux qui n'ont pas de provenance, bah, ce sera un autre marché avec des valeurs moindres ou qui peut-être à terme seront impossibles à vendre parce que les autorités auront décidé D'accord. de, d'empêcher le commerce. C'est une possibilité que l'on voit. Les 3 dernières années étaient très compliquées. J'ai quand même la sensation qu'on arrive au bout de quelque chose. Il faut aussi Mhm. quand même préciser il y a aussi un courant de pensée que la jeunesse peut-être porte aussi, qui est très concentré sur sur ces problématiques. Il faut aussi préciser qu'ils ont tendance à faire, on révise le passé avec les yeux du présent. C'est aussi, ça ouvre énormément de débats sur ce qui est fait. Il y a quand même énormément d'objets qui ont été achetés parce que à l'époque, dans les années 60, 50, 60, 70, oui, les gens n'avaient pas besoin de factures. Tous ces problèmes ne se posaient pas. Donc il y a des objets qui effectivement étaient là depuis longtemps et n'ont plus de papier de provenance. Donc je ne le vois pas de manière très positif pour une grande partie des objets. En revanche, tous les objets qui auront des provenances avérées, je pense que l'avenir est radieux, puisque l'ensemble des flux financiers vont se concentrer sur eux. La demande va grandir va se concentrer. Va grandir et on le voit, voilà, vous avez un objet avec une provenance de la fin du 19e ou du début du 20e, il n'y a plus de limite de prix. Très intéressant. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça ne Absolument. s'arrêtera pas. Karim, tu peux me donner ton point de vue? Bien, c'est très clair. Damien a parlé des deux vitesses, ça c'est très clair. Il y aura un monde différent, énorme entre la haute gamme avec ou les pièces avec provenance et l'autre pas. Par contre, moi je suis pas si pessimiste pour le futur des objets. Même chose que je pense que le mouvement du woke, hein, c'est un truc qui est très présent. Mhm. Mais moi, je suis pas convaincu que ça va tenir dans le temps. D'ici 5 ans, dans 10 ans, que les positions seront si fermes. Pour les antiquités, il faut en plus ajouter Mhm. que mondialement, l'Asie, par exemple, on peut le dire cru, ils s'en foutent. Les provenances et tout. Pour l'Inde et la Chine, 3 milliards de personnes, je crois que un peu, euh, un peu du marché, il va bouger là-bas. Regarde, il y aura toujours la passion, les objets vont toujours tourner. C'est uniquement une différence de prix.
Mais les mêmes, je les sont là. Et franchement, tout ce qui existe dans le marché, ça existe. Il y a tellement peu d'objets qui sortent maintenant frais sur le marché. Comme moi, j'ai vu dans les années 70, il y avait Mhm. toujours des gens, des voyageurs, marchands, collectionneurs qui partaient partout dans le monde, jusqu'aux années 70, peut-être 80. Oui, mais après, qu'est-ce qu'on retrouve encore dans, Oui. dans les grandes cultures? Moi, je suis pas au courant, mais il y a rien, il y a quasi rien qui arrive sur le marché qui est frais. Oui, mais il faut pas oublier qu'il y a un système qui se met en place. Et aujourd'hui, il va quand même avoir un effet ricochet avec les collectionneurs. Aujourd'hui, on peut aller dans les grandes maisons de vente internationales. Si votre objet d'archéologie n'a pas de provenance, il ne le passe pas en vente. Et que va-t-il se passer quand une multitude de collectionneurs qui ont acquis sur les 40 dernières années des objets sans se préoccuper une seule fois des papiers? Il est clair que en Occident, il va y avoir des répercussions à la politique qui auront été menée ces dernières années. Et effectivement, d'autres pays s'en fichent. Le marché est mondialisé aujourd'hui, même pour l'art. Donc, il y aura d'autres leviers, ça c'est certain. Mais en Europe, ça se complexifie quand même pas mal. Pas mal. Pour apporter ma pierre à l'édifice, c'est un argument central de ce podcast et je peux tout à fait vous dire que nous en parlons de manière très ouverte avec beaucoup de vos confrères et consoeurs, aussi avec des personnes, disons, plutôt institutionnelles qui parlent des réglementations au niveau international ou européen. Et en fait, on en revient, je pense, toujours au point il n'est pas un point politique, c'est un point en fait de bon sens, je trouve, et de réalité, de réalisme. Les lois, on les crée, on cherche à les appliquer, mais finalement, comme dans tout projet, on a un plan, et un plan, souvent, il est très difficile à maintenir, et au bout de, je caricature, 5 minutes, il est déjà, il ne sert plus à rien. On risque tout simplement de tuer une partie du marché, effacer des décennies et décennies de collectionnisme, de personnes qui ont collectionné en toute bonne foi et qui ont respecté les réglementations de l'époque et qu'aujourd'hui ne sont plus en mesure ne seraient plus en mesure de vendre une certaine partie d'objets. Ce qui me tient à cœur, c'est que finalement, on cherche toujours à contourner des lois. Et sur un marché dans lequel il y aurait tellement, des milliers et milliers d'objets, parce qu'on peut les chiffrer en milliers, qui auraient une provenance finalement tout simplement manquante, mais qui n'est pas moins légitime ou légale que d'autres objets qui en ont une, eh ben, ces objets-là vont finir sur un marché secondaire et ils ne vont pas profiter finalement aux États qui ne vont pas pouvoir toucher ne serait-ce que les TVA et d'autres taxes et impôts sur un marché qui aujourd'hui, enfin, qui était florissant à une époque. Il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect, le digital, le virtuel, pour le moment, c'est pas encore important, mais c'est émergent. Et on ne sait pas ce qu'en 5 ans, 10 ans, ce qui va se passer, mais je, donc je pense que les musées auront de plus en plus dur de recevoir des gens. Ça sera limité vis-à-vis le mouvement. On parle tout à coup de 10 millions d'Indiens qui vont visiter la section du Louvre ou en Londres, British Museum de leur art. Même que par an, il y a peut-être 100 000 personnes qui viennent voir l'art en vrai. Ça, on comprend pas encore exactement qu'est-ce qui va, ça va faire bouger aussi la direction des collectionneurs et de ce monde d'art. Et puis un autre truc, c'est pourquoi est-ce que je suis pas si pessimiste, c'est que il y a quand même, on est dans un temps qui est très bipolaire et c'est oui, non, extrême oui, extrême gauche, extrême droite et c'est contre la collection des antiquités, mais je pense que dans le futur, c'est bien possible que ça va adoucir et que on va de Hmm. nouveau se réaliser que on vit dans un monde très mondial et que ces arts, c'est quand même les ambassadeurs de toutes ces cultures, on peut pas tout renvoyer en Italie. Quoi faire avec tous ces objets dans le futur? Moi, il y a un point
avec Winkelmann Co, on cherche beaucoup à développer d'un point de vue donc, de l'innovation et des réflexions au niveau de l'innovation sur le secteur, c'est celui notamment lié au digital et, comme tu disais, Karim, à la blockchain. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais je me disais que nous avons eu une grande vague de mode pour ce qu'on appelle les NFT, donc les non-fungible tokens, sur lesquels il y a une certaine valeur ou pas artistique, mais aussi monétaire, qui souvent est tombée dans la spéculation. Mais justement, ce qui est très intéressant, là, c'est la technologie qui permettrait éventuellement d'avoir des objets qui, eux, ne peuvent plus sortir d'un pays à cause de la régulation, mais qui, eux, sont physiquement présents, existants, auxquels on pourrait appliquer des méthodes de achat et propriété virtuelle. Alors peut-être je parle futur, quelque chose de complètement farfelu. Peut-être c'est une manière de, tout en donnant aux personnes qui achèteraient à distance ces objets, toute une manière d'avoir de l'intéressement sur ces objets, moyennant des royalties, sur la consommation, sur le lieu de conservation de l'objet et aussi de présentation de l'objet. Voilà, il y a plein de modèles économiques nouveaux, novateurs à explorer. Et c'est un peu là où, en parlant, en discutant avec des personnes comme vous, que les idées fusent et on cherche à chaque fois à trouver des positionnements qui soient intéressants et comment dirais-je, compatible avec une réalité qui devient parfois de plus en plus contraignante. Je suis absolument de même avis que le futur des collections digitales sont grandes. Il y aura des possibilités qu'on connaît, comprend pas encore avec le Web 3, mais de plus en plus, on aura des collections qui vont être présentées sur l'Internet, sur les espaces complètement virtuels, et qu'on va atterrir un grand public, et ça va donner des revenus qui seront probablement énormes. Et l'NFT en soi, j'y crois pas, mais pour les collections importantes, qu'il y aura. Ouais, et c'est un autre sorte de futur qui lentement est en train de se dessiner. Oui, c'est clair. On le voit bien et même tout à l'heure, on parlait des provenances. Je pense que toutes les certifications numériques pourraient, et les blockchains, quelles qu'elles soient, pourraient à terme aussi, pour les autorités peut-être, ou en tout cas pour nous marchands, permettre de résoudre ces problématiques de provenance, ou du moins à partir d'aujourd'hui, de les graver dans le marbre et de ne plus les perdre de vue. Voilà. Tout ça est une réalité ultra positive des extensions ou du métier de marchand et aussi de la collection. Donc, non, non, tout ça est très vrai, effectivement. Et on y croit beaucoup. Absolument. Et de toute manière, c'est très passionnant. Et donc, déjà, merci infiniment pour vos contributions. Donc, on va clore ce dernier paragraphe du podcast. Karim, Damien, déjà, est-ce que vous avez des livres à recommander à nos auditeurs, des livres d'art ou des catalogues qui ont marqué votre carrière et votre vie en fait d'expert? Catalogue. Moi, il y a la collection de Georges Ortis. Il y a un livre de la collection de Georges Ortis. Je crois que la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup aimé. Et sinon, dans les livres d'art, les antiquités, j'aime beaucoup tout ce qui est toutes les éditions du musée du Louvre dans les antiques ou sur les thématiques qu'ils proposent. Je trouve ça toujours très, 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 très bien fait. Très bien. Et Karim, pour toi? Regarde, ma lecture est très, très académique. Mais c'est très pointu en général. Il y a énormément de livres que j'ai chaque année. En général, je ferai la pub ici pour Édition 5 continents. Tout ce qu'ils font, c'est beau. Ça, c'est des beaux livres. Mais pour moi, professionnellement, et ma passion, c'est plutôt lire des livres qui sont en soi moins beaux, mais en contenu très profond. Pas de souci. Et dans tous les cas, ces informations-là, on pourra aussi les rajouter à la description de cet épisode. Et sachez que de toute manière, chers auditeurs, je ne touche pas de commission sur les livres qui sont conseillés par nos invités.
Mais on vient donc, on a fait un livre important sur l'art sibérien. C'est quasi le premier livre en anglais et c'est très, très important parce que c'est pas uniquement des photos, mais il y a une trentaine d'objets et on va très en profondeur Hmm. sur la photographie, le sens, le symbolisme de ces objets. Voilà, je trouve que nous-mêmes, on a fait un livre de référence et on prépare un deuxième, une autre édition plus large. Voilà. Eh ben, super. Ben, je suis vraiment preneur et je viens jusqu'à Bruxelles pour. On va certainement vous donner un et le titre du catalogue s'appelle Frozen Magic. Frozen Magic. Voilà. Excellent, excellent. Euh, Karim, Damien, on arrive à la fin du podcast. Euh, la dernière question, c'est comment est-ce qu'on peut vous joindre par email, via votre site internet, sur les réseaux sociaux? Dites-nous. Oui, on est présent sur tous ces canaux, via le site, soit via le site, qui communiqueront alors nos mails perso ou de la galerie, et évidemment sur les réseaux, plus particulièrement Mhm. Instagram. Nous sommes présents et on peut nous contacter aussi par ce canal-là. Eh bien, super. Bah, écoutez, Karim Damien, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous savoir. Merci beaucoup. Et donc, Merci, hein. à très bientôt. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.